Merci pour votre fidélité dans votre magazine féminin qui reçoit ce jour Madame Jacqueline Moulamba Karidas. Bienvenue sur ce plateau de Féminin. Merci beaucoup Madame Suzy, une fois de plus. La République démocratique du Congo vibre au rythme des remises et reprises. Un nouveau gouvernement. Un mot par rapport aux nouveaux locataires des différents ministères. Bon, on les a assez longtemps entendus, maintenant ils sont là. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons réellement qu'ils sont là avec en conscience qu'ils sont là non pas pour se servir mais pour servir la population. Parce que c'est ce que tout homme politique devrait faire pour sa nation. Donc qu'ils vont bien travailler, qu'ils vont être dynamiques et qu'ils vont penser à la population dans toutes les actions qu'ils auront à entreprendre. Vous faites partie des grandes dames qui luttent pour la promotion de la femme, et cela dans différents domaines. On a vu le tout premier gouvernement de la coalition accorder 17% aux femmes. Est-ce un petit pas, une avancée, ou il y a des efforts encore à fournir? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, en faisant les calculs, en fait c'est 18%, même s'il est monté, arrêté à 17%. Évidemment, c'est un petit pas. Il y a encore beaucoup à faire, puisque la Constitution parle de la parité. Qui dit parité dit 50 hommes, 50 femmes. 50%, 50%. Or, avec 18%, nous ne sommes même pas à un quart. On n'est même pas à 25%. Le président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parlait de 30%. Il aurait bien aimé qu'on atteigne les 30%, mais on ne les a pas atteints. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au précédent gouvernement, c'est que effectivement, on a toutes ces femmes, 18%, c'est déjà plus que ce qu'on n'a jamais atteint, sauf quand il s'agit des Sainte Cité. Mais on voit aussi qu'on a quand même donné des postes autres que là où on a tendance à, comme j'aime dire, loger, caser les femmes. On a toujours tendance à mettre au niveau de ministère, éventuellement ministère du Travail, genre, famille, sociale et jeunesse. Aujourd'hui, on a quand même d'autres ministères qui sont donnés à des femmes, tels que le ministère des Affaires étrangères, le plan, l'économie. Donc nous applaudissons cet effort-là, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Nous aimerions bien que les gouvernements à venir, on puisse tenir compte des femmes et qu'on leur donne réellement, qu'on arrive à atteindre ces fameuses parités, puisqu'on est redevable quand on signe au niveau international comme national. Dans la Constitution, on met quelque chose dans la Constitution, on est censé s'exécuter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous propose de suivre à présent ce portrait que Madame Jacqueline vous décline. Bon, je suis née à Kindu, dans la province du Maniema. Puis j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à mon adolescence. Je suis partie par la suite vers l'Est. De l'Est, j'ai terminé mes études secondaires chez les frères maristes. Puis je suis partie en Belgique pour les études supérieures, où j'ai fait la gestion des logistiques, la gestion de transport et logistique d'entreprise. De là, je suis revenue en RDC, où j'ai travaillé un tout petit peu dans un organisme belge. Et par la suite, je suis retournée pour une année ou deux en Belgique. Et dès là, je suis partie au Brésil, où j'ai vécu pendant 10 ans. Et après le Brésil, je suis retournée par la Belgique, où j'ai fait encore une année d'études en gestion des qualités. Et puis, j'ai décidé, depuis 2011, de revenir au pays où je suis jusqu'aujourd'hui. Je travaille. J'ai fait de la politique et je suis dans le social. Toutes les expériences que j'ai acquises à l'extérieur, spécialement au Brésil, un peu en Belgique, mais aussi toutes les compétences parce que j'ai fait des études non seulement en gestion de transport et logistique d'entreprise, donc les supply chain, j'ai fait la gestion de projets, je fais la gestion de tourisme. Je suis retournée en Belgique pour la gestion de la qualité et en étant ici au Congo, j'ai pu encore aller
au Cameroun où j'ai étudié la gestion des ressources humaines et l'audit interne. Donc là, ce sont mes domaines de compétences. Et évidemment, quand on a l'occasion d'être à l'extérieur, on regarde un peu chez les voisins, chez nos pays hôtes, qu'est-ce qu'ils ont, et c'est ce que j'apporte. Donc, dans la manière de travailler, il y a aussi certaines rigueurs, la ponctualité, la discipline, l'envie de participer à l'évolution ou à la construction de son pays. Ça, c'est des choses que j'ai appris entre autres au Brésil et aussi en Belgique. Donc voilà, ça c'est en gros. Ajoute à ce qui passe principalement d'abord des orphelins au départ et puis des jeunes pour tout ce qui est encadrement, formation. Et puis les femmes qui sont dans des situations difficiles, elles les viennent en aide pour tout ce qui est autonomisation parce que une maman qui est en charge des enfants et qui ne sait pas comment les nourrir, c'est pas évident. Donc quand on arrive à l'aider, ne fût-ce qu'avoir de quoi nourrir ses enfants, c'est déjà un pas en avant. Éventuellement penser à les scolariser parce qu'ils ont déjà ne fût-ce que de quoi manger à la maison. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller visiter le Brésil et moi, je fais le chemin inverse. C'est parce que j'aime mon pays. J'estime que j'ai appris beaucoup de choses. Justement, la coopération sud-sud, on doit de plus en plus aller vers ça parce que la RDC peut apprendre beaucoup de choses du Brésil en termes d'agriculture, dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Brésil fait et qui peuvent nous apporter, qui peuvent être importants pour la RDC. Donc j'aime la RDC, j'aime mon pays et j'ai vraiment envie d'y participer. Il n'y a pas plus tard que quelques instants, là, je suis en communication par WhatsApp avec une amie qui me dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas aller travailler à l'étranger ?» Je lui dis « Non, c'est difficile, c'est pas facile d'être en RDC. Il y a beaucoup de choses, spécialement Kinshasa n'est pas une ville facile. Elle est stressante, des embouteillages, on n'a pas toujours beaucoup de moyens de divertissement. Moi, je suis pas quelqu'un qui va en boîte, donc hors à Kinshasa, en dehors des bars, des restaurants, et c'est aussi une ville qui coûte très cher, il n'y a pas grand-chose. On a tout pour à pouvoir installer des structures, pour pouvoir, disons, se détendre, etc., mais tout excessivement cher. J'aime bien être autour d'une table avec des amis, un bon vin. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Qu'est-ce que je n'aime pas? Le bruit. J'aime pas l'insalubrité que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, me dérange au point le plus haut. Le manque de discipline, le manque d'éducation que nous avons spécialement dans la rue. Les Quinois ont du mal à savoir parler calmement à quelqu'un. C'est toujours tout de suite, on va dans les extrêmes. Donc ça me dérange énormément. J'aimerais bien que la population quinoise prenne un peu conscience de ça. Il y a moyen de discuter avec quelqu'un sans tout de suite commencer à mal parler avec la personne. Nous avons suivi ce portrait que Madame Jacqueline nous a décliné tantôt. 17% des femmes. Vous venez de corriger, il s'agit de 18%, mais le monde a reconnu 17%. Aujourd'hui, ces femmes qui sont engagées dans la lutte, au poste décisionnel, nous avons le ministère du genre, enfants et familles, autrefois, aujourd'hui un ministère d'État. Qu'attendez-vous de ces grandes dames qui aujourd'hui font la fierté et qui vont représenter effectivement la gêne féminine au sommet de l'État? Étant donné qu'on est dans une lutte, et vous savez, quand vous êtes plus pionnière, quand vous êtes en avant, malheureusement, vous ne vous représentez pas que vous-même. Vous représentez toute une classe, ça veut dire dans ces cas-ci, toutes les femmes politiques de la RDC. Donc, nous demandons à toutes les dames qui ont été nommées de travailler dur, de ne pas rechigner sur le labeur, de vraiment travailler dur. Et nous sommes derrière elles. Quand elles ont besoin, il y a beaucoup d'associations des femmes, nous serons toujours là pour les soutenir. Mais elles doivent travailler dur, elles doivent produire plus que les hommes. Pourquoi? Parce que vous savez, même dans nos familles, quand vous êtes l'aîné d'une lignée, on a tendance à vous dire comportez-vous bien parce qu'il y a les autres qui vous regardent. Ça, c'est ce qu'on a tendance à dire. Ici, malheureusement, étant donné qu'on a toujours marginalisé la femme politique, donc celles qui sont là, qui ont des postes de décision
que ce soit à la présidence de l'Assemblée nationale, elles doivent produire plus que les hommes. Elles doivent être exemplaires parce que malheureusement, quand un homme commet une erreur, on a tendance à dire « Ah, ce monsieur-là, lui aussi, il nous fatigue ou ceci ». On en rigole. Mais quand il s'agit d'une femme, on met toutes les femmes dans le même panier. Donc, celles qui sont là, elles doivent vraiment bien se comporter et travailler dur parce que derrière elles, elles vont apporter. Il y a l'espoir de tas d'autres femmes. Donc, nous les soutenons à 100%. Et nous sommes derrière elles. Oui, Madame Jacqueline, il y a quelques jours, la rentrée scolaire a eu lieu. Et l'effectivité de la gratuité, c'est dans toutes les écoles, conventionnées catholiques et même publiques. Mais comment est-ce que le gouvernement va réussir ce programme quand on sait qu'il y a dans certaines écoles un problème réel de fonctionnalité? Bon, si on attend que tout se mette en ordre avant de commencer quelque chose, je pense qu'on ne commencera jamais. C'est comme vous voulez construire une maison et vous dites, ok, pour que je puisse construire, il faut absolument que j'ai tout ce qu'il faut. Les moellons pour la fondation, il faut les briques, il faut les toitures, il faut. On va jamais commencer. Moi, j'applaudis absolument les présidents de la République d'avoir osé. C'est vrai qu'il a dit au moment de son investiture. C'est vrai que cette année, on peut le dire, il n'a pas de budget pour cela. Il y a l'année prochaine qui va arriver. Bon, cette année scolaire, il nous reste quoi? On a 3 mois ou 4 mois au devant de nous. C'est vrai. Maintenant, il faut qu'on se dise que la République a suffisamment d'argent. Les tout et de quelle manière on va mobiliser ces ressources-là. On a beaucoup de ressources. On a énormément de ressources. C'est un pays très, très riche. Donc, les tout et comment allons-nous travailler pour pouvoir sensibiliser, mobiliser ces ressources et pouvoir les affecter à bon escient dans chaque projet. Ici, pour l'effectivité donc la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Ça soulage énormément des familles. Vous n'avez pas idée combien d'enfants n'ont pas pu étudier les années passées parce que les parents n'avaient pas. Ou soit des parents qui se retrouvaient à choisir entre un enfant qui va étudier et un autre qui ne va pas étudier. Ce n'est pas correct. Alors que dans notre constitution, c'est depuis des années qu'on est censé avoir cette gratuité. Donc il fallait commencer quelque part. Ce qu'il y aura à arranger en cours de route, on va le faire. Mais encourageons, arrêtons de toujours critiquer. Malheureusement, on est très fort dans ça au Congo. Les Congolais, on ne voit que les mauvais côtés de la chose. C'est vrai qu'il faut avoir l'esprit critique, d'analyse, mais ce qui est fait de bon, encourageons et voyons comment on peut justement apporter chacun à son niveau de l'aide, que ce soit les entreprises, etc., les institutions publiques, puisqu'on récolte beaucoup d'argent. Mais il faut que cet argent soit utilisé à bon escient et pas dirigé vers quelques personnes. Mais quelle politique pour rendre utile tous ces enfants en situation difficile qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue? Vous avez déjà une grande structure, oui, on va en parler. Mais quelle politique pour permettre à ces enfants non seulement d'aller à l'école, parce que l'école elle est gratuite, mais d'éviter à ce que ces enfants passent leur journée en train de quémander sur la route et constituer des bombes à retardement pour la société? Un enfant qui vit dans la rue, il aura du mal à aller déjà à l'école. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Quand vous passez ici, même les personnes vivant avec handicap, telles que les aveugles, vous le voyez, du matin au soir, ils sont avec un enfant. Cet enfant, vous le savez bien, il ne va jamais fréquenter l'école, malgré la gratuité aujourd'hui, parce qu'il conduit un aveugle. Il devient comme la canne de l'aveugle. Donc, au niveau social, il y a beaucoup à faire, énormément. Le ministre qui a été nommé a beaucoup de travail à faire. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut absolument prendre en compte toutes les situations difficiles. Il y a les personnes vivant avec handicap qui se sont retrouvées complètement délaissées. Je parlais des aveugles, par exemple. C'est pas parce qu'on a un handicap quelconque physique qu'on on doit devenir un poids pour la société, qu'on doit devenir une personne inutile. Il y a moyen d'encadrer ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir des métiers, pour qu'ils puissent être facilement employés dans certaines entreprises. Moi, j'ai vécu dans certains pays tels que le Brésil où les personnes vivant avec handicap, que ce soit des sourds, des muets, on les utilisait par exemple dans les supermarchés. On donnait la possibilité à beaucoup d'entreprises d'utiliser ces personnes-là
et on leur défalquait certaines taxes. Au lieu qu'ils payent 100% des taxes, on leur disait, vous employez ces personnes, vous ne payez pas les taxes sur eux. Donc ces personnes, au lieu de se retrouver dans la rue, délaissées, ils étaient employés et donc ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Alors parlons des enfants dans la rue. Les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à avoir des structures. Donc je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Lover One. Cette association vise la scolarisation des enfants de la rue. Mais on ne peut pas scolariser un enfant qui vit dans la rue. Parce que où est-ce qu'il va mettre ses cahiers? Où est-ce qu'il va mettre son uniforme? Il va dormir où? Il va manger quoi? Mais comment les encadrer? C'est déjà un très bon pas pour il faut absolument avoir des structure. centres, des centres d'encadrement. Là où ils peuvent loger, là où ils vont être suivis, parce qu'ils ne doivent pas être suivis seulement à l'école. Quand ils sont logés, ils doivent avoir des éducateurs, des médecins. Parce que vous savez, vivre dans la rue, pour déjà un adulte, c'est très difficile. Imaginez un enfant, toute la violence, il y a la drogue, la violence physique, etc. Donc, et ces enfants qui se sont retrouvés peut-être chassés de leur famille pour une raison, pour une autre, etc. Psychologiquement, ils ont besoin d'être repris en main. Donc, il faut aussi une assistance psychologique. Donc, il y a derrière ça tout un travail à faire. Et comme je vous disais tout à l'heure dans la salle d'attente, il y a aussi, on est une multitude des ONG dans tous les sens, qui œuvrent quelquefois pour la même cause. Donc, c'est que le ministre du Social pourrait faire éventuellement, c'est essayer de répertorier tous les ONG existants aujourd'hui et essayer de voir tous ceux qui œuvrent dans le même, je vais dire, domaine. Pourquoi ne pas unir leurs forces pour arriver à en sortir quelque chose de bon, au lieu que chacun plante des petits fruits à gauche, à droite. Mais si nous unissons nos forces, on peut peut-être arriver à quelque chose de plus important. Et parlez-nous un peu de l'Ajuda. Quels sont ces projets? Donc, je vous ai dit, je suis vice-présidente chez Lover One, mais je suis présidente et fondatrice de Ajuda. Ajuda continue tout doucement, un peu ralenti ces jours-ci parce que, vous savez, la situation économique a été très, très au ralenti. Depuis déjà 2 ans avant les élections, et puis pendant les élections, et puis après les élections, tout le monde n'attendait que d'abord que le gouvernement. Maintenant que les choses sont mises en place, nous espérons que financièrement, les choses vont se remettre aussi, et donc nous pourrons de nouveau nous remettre dans toutes nos activités en plein comme on le faisait avant. Toujours dans le domaine de l'éducation ou de la santé, où vous avez ajouté un plus? Il y a l'éducation, il y a l'éducation, il y a toujours les orphelins évidemment avec lesquels on avait commencé, et puis l'autonomisation de la femme. Il y a aussi la santé évidemment. Bon, l'environnement, ça va avec l'éducation des jeunes. Donc voilà. Avez-vous étendu ces activités dans différentes provinces ou uniquement à Kinshasa? Ajuda en tant que tel et pour l'instant uniquement à Kinshasa. Par contre, en dehors des Ajuda, nous avons rajouté quelque chose de plus. Nous avons créé une mutuelle de santé. Cette mutuelle de santé va commencer d'abord au Nord Kivu, parce qu'il y a eu une prédisposition, une demande qui était là. Donc d'ici la fin du mois, nous allons lancer une mutuelle qui s'appelle Mutuelle de santé pour tous et qui peut prendre des adhésions de toutes les personnes, de toutes les catégories des personnes, que ce soit des personnes bien aisées qui travaillent, comme des personnes avec beaucoup moins avec un revenu beaucoup moindre. Donc, sans distinction. Évidemment, il y a des catégories des soins qui seront donnés. Il y a un médecin conseil qui va suivre. Donc, l'idée, c'est d'arriver à donner accès aux soins de santé de qualité. Et nous travaillons en collaboration avec le gouverneur de la ville de la province du Nord Kivu, qui est très motivé pour que nous puissions mettre ça en place. Donc, voilà. La femme s'autonomise. Voilà une grande dame qui se donne à la cause du plus faible ou du vulnérable. Est-ce que ces femmes ou l'élite doivent arrêter avec ce combat de la représentativité? Parce qu'on sent que la RDC est en plein pied, en marche vers l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. On n'y est pas encore. Donc on ne peut pas arrêter cette lutte-là. Comme je vous disais dès le début de notre émission ici, 17%, comme vous dites, moi je dis 18%, par rapport aux 50 qui sont censés être, on n'est pas à la moitié de ces 50. Donc on n'a même pas atteint les 1/4. Donc c'est pas possible. On ne doit pas s'arrêter parce qu'on a justement beaucoup de choses à apporter pour notre pays. Si nous lâchons, si nous disons, nous nous conformons à ce qui est fait actuellement,
et ben ça veut dire que tout ce que nous avons comme potentiel, moi, vous et des tas d'autres dames, ne pourront peut-être pas l'apporter comme il faut à notre pays. L'idée, c'est quand nous nous battons, ce n'est pas pour avoir le pouvoir, c'est parce que nous aimerons être dans ces postes-là, des décisions, parce que nous avons beaucoup à apporter dans notre pays, que ce soit en termes de gestion, en termes d'idées, en termes de projets. Nous avons beaucoup à apporter. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour avoir des Mercedes, des Jeeps, des maisons, des ceci. Non. Si ça vient avec la fonction, ok. Mais nous nous battons d'abord parce que nous avons des idées. En tant que maman, en tant qu'éducatrice dans ces pays, nous avons des idées que nous aimerions mettre à contribution pour construire notre pays. Plusieurs idées. En tant que maman, mère de la nation, surtout que l'adage dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Mais le champ est vaste, par où commencer? Il y a beaucoup de choses, Bon, dans mon humble avis, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les problèmes économiques, socio-économiques de la RDC et l'insécurité sont énormes. Donc je pense que par où commencer? Il y a d'abord, premièrement, la sécurité intérieure du pays, qu'il est plus qu'important de faire asseoir. Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, tout le monde s'y mobilise. On a tué, on est peut-être arrivé aujourd'hui à une dizaine de Congolais en Afrique du Sud. C'est terrible ce qui s'est passé. Je n'accepte pas ça, d'autant plus que les Congolais se sont battus pendant l'apartheid pour que justement les Sud-Africains noirs puissent accéder avoir la liberté, etc. Et aujourd'hui, nous massacrer comme on nous massacre, c'est terrible. Mais beaucoup de gens se sont mobilisés cette semaine ici. On a vu dans toute la ville, etc. Stop xénophobie, etc. Mais vous savez qu'à l'Est, tous les jours, on tue les Congolais. J'aimerais que cette énergie qu'on a mis cette semaine ici, qu'on la mette aussi pour mettre la pression pour que les choses changent à l'Est. On a vu la même chose au Kassai, quand il y a eu Kamuyasa. On n'a pas vu beaucoup de gens se mobiliser. C'est honteux. Donc, Madame Jacqueline souhaite à ce que la lutte contre les tueries ou les massacres à l'est du pays puisse être appréhendée ou que la population et même les institutions s'en approprient. Absolument. Comme ça va aujourd'hui, on est dans la lutte contre Ebola. Oui. On sent que tout le monde s'est sensibilisé. Par rapport à l'insécurité. Mais tous les jours, on envoie dans nos réseaux sociaux des enfants qu'on a découpés en machette, des femmes qu'on a violées, qu'on a éventrées, etc. On se les passe dans des réseaux sociaux comme si c'était une banalité. C'est pas une banalité, il y a toute une population derrière qui est en train d'être décimée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années que ça dure. Les génocides à l'Est, c'est vraiment un génocide. Mais qui est-ce qui se mobilise? On est chacun dans son cocon, tranquille, bien. C'est toujours quand il y a un peu, on en parle et puis ça s'arrête là. Mais je pense que si tout le monde s'est mobilisé à un moment donné, parce que cette histoire-là, aujourd'hui, on n'arrive même plus à savoir qui. Il y a tellement de milices à l'Est, on n'arrive même plus. Aujourd'hui, il y a Maïmaï, le lendemain, il y a ceci, il y a cela, on n'arrive même plus. Imaginez l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Donc aujourd'hui, si, comme vous le dites, par où commencer? Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre du jour au lendemain. D'autant plus que tout ne dépend pas de la RDC, il ne dépend pas toujours uniquement de nos voisins. Il y a plein des choses qui viennent de l'extérieur, on le sait, on le voit. Donc, il faut absolument d'abord faire asseoir. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut dire que, voilà, on va essayer peut-être de mettre des industries ou bien motiver l'agriculture pour que ça devienne une agriculture intensive à l'Est où on a de la très bonne terre, où on peut produire énormément de choses. C'est une honte pour la RDC quand on fait venir de la pomme de terre de la Chine. On peut produire la pomme de terre ici, mais où est-ce qu'on va la produire? Tout le monde sait que les grands greniers de la RDC, c'est l'Est. Mais s'il y a l'insécurité, comment on va produire? Okay, donc ça, c'est la première des choses par où on doit commencer. Ça prendra du temps, mais il faut commencer. Il y a des négociations, il y a beaucoup de choses, et puis peut-être réformer aussi l'armée, etc. Parce que celle qui est là, si elle a donné ce qu'elle avait à donner, à un moment donné, il faut voir d'autres stratégies. Et puis à part ça, il y a les infrastructures. Aujourd'hui, si on veut diversifier, parce qu'on est toujours dans les mines,
toujours dans les mines, toujours dans les mines. Même les mines en question, ça nous apporte quoi au final? Okay? Si on veut diversifier l'économie de la RDC, s'il nous faut des industries, il nous faut l'agriculture, s'il nous faut investir dans le tourisme, s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas les infrastructures par là, les routes, les voies navigables, les aéroports qu'il faut, etc., comment on va y arriver? Et comment réussir l'assainissement du climat des affaires? C'est tout ça. Donc, assainir les climats des affaires, c'est aussi essayer peut-être, comme justement le président est en train de faire sa campagne contre la corruption. Moi, je dis que cette campagne, il doit revoir le fond. Ça, c'est la forme, mais il y a le fond. Parce que dire il faut arrêter la corruption, c'est bien. Mais si on n'essaye pas d'aller attaquer jusqu'au fond, quel est le mal, d'où ça vient cette corruption, ça ne servira à rien. Okay? On va peut-être pendant un certain temps, puis après les gens y reviendront. Ça ne sera pas la première fois dont on parle de cette histoire de corruption. Mouzé, quand il est arrivé, on a vu, il a serré, les gens se sont mis dans les rangs, et puis après, c'est devenu n'importe quoi après. Donc on doit aller dans le fond du problème. À part ça, il y a pour l'assainissement du climat des affaires, comme je disais, faciliter les investisseurs, que ce soit les investisseurs locaux ou extérieurs, on doit les faciliter. Il ne faudra pas que quand un investisseur vient avec un bon projet, la personne qui a les dossiers, qu'on arrête de mettre des cales aux personnes qui viennent avec des bons projets pour ces pays. Si on vous apporte un dossier, vous dites pour que ça arrive chez les ministres ou que ça arrive à la présidente, donnez-moi 10%, 20%. Qu'est-ce que cette personne a besoin de venir vous donner à vous 10%, 20%, 30%? Pourquoi il n'irait pas dans un autre pays plus accueillant? On doit pouvoir vraiment faciliter. Bien sûr, mettre des barrières. Il ne faudra pas que n'importe qui vienne en disant parce qu'il est investisseur, on lui ouvre toutes les portes. Mais il y a ça. Il y a les taxes. Trop des taxes tuent des taxes. On a trop des taxes. On n'en sort plus. Il y a tellement de taxes que, bon, quelquefois, ça fait peur. Ça fait peur. Mais ça permet des fois au pays de se retrouver, de renflouer les caisses de l'État. Oui, mais quand il y en a trop, les gens, ils passent leur gymnastique à tricher pour ne pas payer ces taxes. On le sait. Quand vous taxez quelqu'un, je ne sais pas, moi je donne un exemple, 30-40%, il sait très bien qu'il ne veut pas payer les 40%. Qu'est-ce qu'il va faire? L'inspecteur qui vient, il va lui donner quelque chose. Vous croyez vraiment que les vraies taxes arrivent dans les caisses de l'État? Il y a juste une petite partie. Je vous donne un exemple. Je suis directrice dans une entreprise. Quand on a des contrôles, vous savez ce qui se passe avec les fonctionnaires de l'État. Ils vous donnent des pénalités, des ceci et des cela dans tous les sens. On n'arrive même plus à maîtriser. Puis ils vous disent, par exemple, s'il vient vous coller une amende de 100 000 $, ils vous disent, voilà, ok, on négocie. Vous pouvez peut-être payer 50 000 ou 30 000. Et puis ils vous donnent un bordereau pour payer à la banque 5 000 $. Ils appellent ça visible. Les invisibles, ça reste dans la structure en question. Quand est-ce que l'État en profite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à mettre fin à ce genre? Cette histoire-là. Revoir les taxes pour que ça soit, les gens puissent payer leurs taxes correctement et que ça aille réellement dans les caisses de l'État, mais aussi, justement, pour éviter que les fonctionnaires soient tentés, que les fonctionnaires puissent avoir des salaires décents. Quand quelqu'un, dans sa fiche de paye, n'a que 90 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs, vous l'envoyez en mission pour aller auditer quelqu'un ou taxer quelqu'un qui doit payer des millions, il ne faut pas se faire d'illusions. Madame Jacqueline, on a l'impression qu'au Congo démocratique, on n'apprend pas aux jeunes qui se rendent à l'école une manière pour créer des emplois. Vous êtes dans le secteur où vous émergez et vous aidez plusieurs. Que faire pour que, déjà à la base, qu'on ait des créateurs d'emplois pour éviter qu'il y ait un tas d'enfants ou des chômeurs dans la société? Bon, je pense que notre éducation, on a commencé avec la gratuité, mais notre éducation doit être revue dès la base, dès la maternelle jusqu'à vers les études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a des tas de jeunes qui sortent de là avec des grands diplômes, mais vous allez avoir un licencié qui n'est pas capable de s'exprimer correctement en français. Je l'ai déjà dit pendant la campagne ici, puisque je bataillais pour ça. Donc c'est un problème. Ça, c'est déjà une chose. Mais il y a aussi
le fond de l'éducation. Par là, j'entends quoi? Nous guidons tous nos jeunes vers la médecine, les droits, etc. Nous avons plein de licenciés ou des graduats qui sortent chaque année avec des diplômes qui sont tous en droit, etc. Et on oublie que certains métiers sont importants dans ce pays. Donc, on n'a pas tendance à orienter nos jeunes vers ça. Justement, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on commence à entendre parler de l'entrepreneuriat, mais quand vous regardez, ce n'est pas vraiment les gouvernements qui est derrière ça. C'est beaucoup des organismes, etc., des startups, des privés, etc., qui se mettent en place. Donc, les ministres, Thomas Louakou, devraient prendre ça en considération. On parlait des mines. Est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas une école, par exemple, des géméologies, ou de toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que même quand on fait des prospections, nous faisons venir des gens de l'extérieur, que nous payons énormément d'argent, alors qu'on peut orienter nos jeunes vers ça. Puisqu'on est un pays avec autant de mines, pourquoi on ne forme pas nos jeunes là-dedans? Pourquoi on les envoie tous vers des médecins, des métiers, médecins, avocats, est-ce parce que les gens pensent comptables, que quand etc. on accède à la politique, on se retrouve mieux? Bon, ça c'est une autre chose. Comment faire tomber ce mythe en fait, dans la politique congolaise? Mais parce que, qu'est-ce que la population s'est rendue compte? Elle souffre, elle est dans la misère, et puis il y a nos autorités qui passent toujours en grande pompe. Donc ça devient comme un rêve, un fantasme pour tous nos jeunes. Donc pour s'en sortir, il faut que j'entre dans la politique. Nous avons vu pendant la campagne beaucoup de jeunes, même celui qui n'avait qu'un 1000, un 2000, on ne peut pas battre campagne. Même quand on met sa candidature au niveau provincial, on ne peut pas battre campagne avec un 1000, un 2000 $. C'est pas possible, ou 3000 $. Okay, à plus forte raison au niveau national. Mais on a vu énormément de jeunes se lancer dedans, être dessus, etc. Parce qu'ils se disent, ok, là-dedans, je vais gagner 10 000 $, je vais gagner autant, je vais gagner autant. Parce que c'est ce qu'on montre aux jeunes. Mais si justement au niveau du gouvernement, on fait en sorte que, ok, c'est des autorités, ils ont droit à leur salaire, etc., mais qu'ils se rendent compte qu'ils sont là pour la population avant tout. Je vous donne un exemple. On est dans la circulation, vous et moi, on est bloqués dans les embouteillages. Vous allez avoir un cortège. Je ne dis pas que le cortège du président ou du premier ministre ou de la présidente de la Chambre, de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat doivent être banals. Okay? Mais tous les ministres aujourd'hui, ils ont 3, 4, 5 jeeps. Et quand vous êtes bloqué dans la circulation, il y a ping-pong, et puis on ouvre, et ils passent et nous on reste dans les embouteillages. Il y a un problème. Dans les aéroports, c'est pareil. Quand vous allez prendre, spécialement ici à Kinshasa, tout ce qui est vol national, c'est comme si vous êtes en train de vous bagarrer pour entrer dans un foula-foula. C'est pas possible. Mais les autorités sont dans un salon VIP. Tout le monde ne peut pas être dans un salon VIP. Et que pensez-vous de la politique Kimbopeto? Est-ce que la capitale congolaise en particulier et le Congo en général vivra un jour cette beauté d'antan? Pourquoi pas? Mais pour ça, il faut beaucoup de volonté. Je vous disais encore une fois de plus, la fameuse plage de Copacabana que les gens aiment tellement au Brésil, à Rio de Janeiro, il y a quelques années de cela, cette plage était complètement polluée. Vous ne pouviez pas prendre votre bain. Il y avait plein de déchets, etc. Mais dès l'instant où le gouvernement brésilien s'est mis en tête qu'il fallait absolument assainir, aujourd'hui, le Brésil est le 2e pays au monde qui se recycle le plus. Et ça crée des emplois en plus. Donc non seulement on nettoie, on traite les déchets, mais les gens derrière ça, ils gagnent. Je ne dis pas que le Brésil est le pays le plus assaini aujourd'hui, non, pas du tout. Mais je pense qu'il est possible. Le projet Bopeto, c'est un très bon projet, mais maintenant il faut mettre tous les mécanismes une fois de plus pour que ça réussisse. Il faut conscientiser les gens. Je vois, quand je passe, je suis dans cet axe-là, quand je passe à Kitambo Magasin, il y a un coin, il y a un mur de soutènement qui est là. Vous allez passer, vous allez voir, on a nettoyé, on a enlevé et tout. Au bout d'1 semaine, 2 semaines, les gens viennent jeter leurs déchets. C'est des sacs et des sacs d'immondices. Mais il faut être fou pour faire une chose pareille.
Donc, à un moment donné, il faut non seulement éduquer, mais il faut aussi venir avec des pénalités. Parce que les gens ne comprennent pas. D'autant plus que quand on vit dans un environnement insalubre, ça nous affecte automatiquement au niveau de la santé. Aujourd'hui, dans toutes les familles, et ça a une incidence au niveau économique. Vous allez dans une entreprise, vous allez avoir aujourd'hui un tel est absent parce qu'il a la malaria, un tel est absent parce qu'il a la typhoïde, et même dans la poche de l'individu, puisqu'on n'a justement pas encore suffisamment des systèmes des soins de santé assurés, mutuels, etc. Donc, ça a un coût. Il faut absolument qu'on y travaille, mais qu'on doit mettre quartier par quartier un service correctement. Comment ramasser? Parce que j'ai vu, je pense, une des responsables des RAFKIN sur RTNC cette semaine ou la semaine passée qui disait qu'ils ont encore des difficultés dans les ramassages d'immondices. Mais ça ne devrait pas poser des problèmes. On a des rues connues, à la limite distribuer des sachets payants, comme on le fait dans d'autres pays en Europe. Les gens doivent mettre leurs immondices dans ces sachets-là et pas ailleurs. Et puis vous passez, vous ramassez parce que ces sachets sont payants. Vous le ramassez, vous amenez au traitement. Vous pouvez donner des sachets des couleurs différentes. Tout ce qui est recyclable, ça veut dire bouteilles, sacs en plastique, papier, etc. On met, c'est du sec, on met d'un côté. Tout ce qui est végétal, on met dans d'autres types de sachets parce que ça, plus tard, on peut même utiliser comme engrais. Madame Jacqueline Caridas, vous avez vos structures activistes des droits des femmes. Quel message vous lancez à toutes ces femmes qui vous suivent et qui espèrent suivre vos traces? Bon, il y a beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer la lutte. Je suis dans une structure qui s'appelle DINAFEC. C'est toutes des femmes politiques, de toutes tendances confondues. Et je les invite à continuer à se battre, que ce soit dans le DINAFEC ou ailleurs. Nous avons beaucoup à apporter pour notre nation. Si nous disons leader, ça veut dire que nous devons éduquer la masse. Là où nous sommes, autour de nous, nous devons absolument contribuer. Et il faut continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Tel est le message de Madame Jacqueline que nous avons eu l'honneur de recevoir sur le plateau de Femina. Et nous vous disons merci d'avoir accepté d'abord notre invitation et à vous de rester branchés au programme de la RTGA. On vous retrouve prochainement et avec toujours le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, RTGA.